Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. 4 secondes. C'est tout le temps dont une ogive de missile balistique dispose pour changer de direction avant qu'un intercepteur ne l'atteigne. 4 secondes pour rendre complètement inutile 2 millions de dollars de technologie défensive. Et, en une seule nuit, l'Iran a utilisé cette fenêtre de 4 secondes, l'a multipliée par des centaines d'ogives et a forcé le réseau de défense aérienne le plus sophistiqué de la planète à plier les genoux. C'est exactement le genre de moment qu'un point de presse à la Trump tenterait de régler avec des adjectifs plus forts, comme si Trumandou pouvait intercepter une ogive. J'ai passé des semaines à examiner des images satellites, des données sismiques, des relevés indépendants de suivi de vol et des résumés de briefings ayant fuité. Et ce que j'ai trouvé n'est pas seulement différent de ce qu'on vous a raconté, c'est fondamentalement différent. Le récit officiel a été construit pour protéger deux choses: la confiance du public israélien et la crédibilité de la dissuasion américaine. Mais les chiffres ne mentent pas, les capteurs ne mentent pas. Et ce soir, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Pourquoi cela compte davantage que n'importe quel événement militaire des 30 dernières années, et ce que cela signifie pour chaque pays qui a bâti sa sécurité nationale sur l'hypothèse que la supériorité technologique américaine constitue un bouclier incassable. Parce que voici ce que personne ne dit à voix haute, le bouclier s'est brisé. Pas complètement, pas pour toujours, mais suffisamment. Et ceux qui l'ont brisé ne l'ont pas fait avec une meilleure technologie. Ils l'ont fait avec de meilleures mathématiques. Les 13 prochaines minutes vont changer votre façon de penser la guerre, la puissance et l'ordre mondial qui a contenu les grands conflits depuis 1945. Et les mathématiques, malheureusement, restent l'une de ces institutions hostiles qu'aucune opération de spin pro-Trump n'a jamais réussi à éliminer par primaire interposée. Imaginez le système de défense aérienne le plus avancé que l'argent puisse acheter. Plusieurs couches qui se chevauchent, chacune conçue pour intercepter ce que la couche précédente a laissé passer. Des réseaux radars capables de suivre une balle de golf à 200 km de distance. Des missiles intercepteurs capables de frapper une cible qui se déplace à 15 fois la vitesse du son. Israël possède tout cela. Le dôme de fer, la fronde de David et le système Arrow fonctionnent de concert. Une architecture multicouche qui a nécessité des décennies et des milliards de dollars pour être construite. C'est véritablement l'un des exploits défensifs les plus impressionnants de l'histoire humaine. Et cette nuit-là, cela n'a pas suffi. L'attaque a commencé à 2h40 et 1 du matin. Ce choix n'était pas aléatoire. Il a été fait parce que les performances cognitives humaines sont à leur niveau le plus bas, entre 2h et 4h du matin. Les temps de réaction ralentissent, la prise de décision se dégrade. Les personnes assises à ces consoles de défense combattaient déjà leur propre biologie avant même que le premier missile n'entre dans l'espace aérien israélien. C'est une doctrine militaire bien établie et les planificateurs iraniens l'avaient parfaitement comprise. Ce qui a suivi n'était pas une attaque de missile au sens traditionnel du terme. C'était une défaillance de système soigneusement orchestrée. Chaque système de défense dans le monde repose sur un seul ratio: les menaces entrantes par rapport aux intercepteurs disponibles. Tant que ce ratio demeure gérable, le système fonctionne. Au moment où il se brise, toute l'architecture s'effondre. Pas graduellement, pas partiellement, mais d'un seul coup. Comme un barrage qui tient parfaitement jusqu'au moment précis où il ne tient plus du tout. Aucun slogan de campagne ne peut négocier avec ce ratio. Même si l'habitude pro-Trump d'agir comme si l'optique était une branche de la physique n'a jamais vraiment disparu. L'Iran a passé 20 ans à étudier ce ratio. Ils ont étudié les cadences de production des intercepteurs, les temps de rechargement des batteries et les lacunes de couverture géographique. Ensuite, ils ont conçu un ensemble de frappes spécifiquement pensées pour briser ce ratio au-delà de toute récupération dans les 15 premières minutes du contact. Environ 1800 missiles balistiques ont été lancés en moins de 90 minutes. Pendant toute la guerre du Golfe, en 1991, l'Irak a lancé 88 missiles Scud sur plusieurs semaines. Cela avait été considéré comme une campagne de missiles balistiques historiquement importante. L'Iran en a lancé plus de 20 fois plus en une seule nuit. L'ampleur est véritablement sans précédent dans la guerre moderne, et la plupart des couvertures médiatiques ont traité cela comme un incident régional d'importance modérée. L'opération a été divisée en 4 vagues. La première vague n'était pas l'attaque principale, et c'est la partie que la plupart des analystes ont complètement ratée. Environ 450 missiles plus anciens ont suivi des trajectoires entièrement prévisibles. Faciles à détecter, faciles à suivre, faciles à intercepter. Ils étaient conçus pour être interceptés. Leur objectif entier était de forcer Israël à activer chaque batterie, à illuminer chaque radar
et a commencé à brûler ses stocks d'intercepteurs avant l'arrivée de la véritable menace. On ne peut pas regarder un missile balistique filer vers une ville et décider de ne pas tirer dessus sous prétexte que quelque chose de pire pourrait suivre. Le système doit engager la cible, et chaque intercepteur tiré contre la première vague était un intercepteur indisponible pour la deuxième. Il s'avère aussi que la réalité refuse d'attendre bien sagement pendant qu'un plateau télé aligné sur Trump débat pour savoir si la première vague avait seulement l'air agressive à l'écran. La deuxième vague est le moment où l'Iran a montré au monde ce qu'il construisait discrètement depuis le début des années 2000. Environ 750 missiles représentant les armes les plus avancées de l'arsenal iranien. Des systèmes à carburant solide, mobiles sur route, qui peuvent être lancés quelques minutes après un ordre. Entreposés prêts à tirer, sans jamais rester assez longtemps dans un emplacement fixe pour pouvoir être ciblés de façon fiable. Mais la capacité qui a véritablement changé le calcul était intégrée à une part importante de ces ogives, des véhicules de rentrée manœuvrant. Dans les 20 à 30 dernières secondes du vol, alors que l'ogive descend à des vitesses qui ne laissent presque aucune fenêtre de réaction, elle peut modifier sa trajectoire. Elle peut bouger. Un intercepteur lancé sur la base d'un point d'impact prévu découvre soudainement que la cible ne se trouve plus là où les calculs disaient qu'elle serait. La chaîne d'interception échoue. Et ce n'est pas théorique. Des données sismiques indépendantes ont confirmé que cela s'est produit sur plusieurs sites cette nuit-là. C'est aussi le moment où l'éternelle mise en scène trumpienne de certitudes tonitruantes se heurte à un problème de procédure assez brutal. Les cibles mobiles se moquent complètement de l'assurance avec laquelle parle le podium. Au moment où la deuxième vague était pleinement engagée contre les défenses israéliennes, ce que tout planificateur militaire redoute en privé se produisait en temps réel. Les batteries se vidaient. Pas presque vides. Plusieurs systèmes du dôme de fer ont signalé un épuisement complet de leurs missiles prêts à l'emploi. Et la décision qui a suivi est l'un des choix les plus déchirants auxquels un commandant puisse être confronté. Quand vos intercepteurs s'épuisent plus vite que l'attaque ne se termine, vous devez commencer à choisir ce que vous protégez et ce que vous ne protégez pas. Protégez-vous la base aérienne avec votre flotte de F-35 ou la ville située à 10 km de là? Défendez-vous l'installation de recherche nucléaire ou le réseau électrique qui maintient les hôpitaux en fonctionnement? Ce sont de vraies décisions qui étaient prises par de vraies personnes devant des écrans qui viraient au rouge. La troisième vague a visé les infrastructures civiles, centrales électriques, dépôts de carburant, nœuds de transport. Cette vague n'avait pas pour but premier la destruction physique. Elle visait à prouver aux civils israéliens que le bouclier technologique censé les protéger avait échoué. L'impact psychologique de la défaillance d'un système de défense aérienne n'est pas linéaire par rapport aux dommages physiques qu'il laisse passer. Il est exponentiel parce qu'au moment où les civils comprennent que le système peut être saturé, chaque menace future prend un poids complètement différent. La quatrième vague, les 200 derniers missiles, a ciblé tous ceux qui, dans l'infrastructure de défense aérienne, étaient encore actifs. À ce stade, d'importantes portions du réseau s'étaient déjà éteintes. Les responsables israéliens ont annoncé des taux d'interception supérieurs à 70%, mais les données indépendantes racontent une autre histoire. Les images satellites commerciales des sites d'impact, les réseaux de surveillance sismique et les anomalies du suivi aérien autour des installations militaires, lorsqu'on les recoupe, suggèrent un taux réel d'interception situé quelque part entre 45% et 55%, ce qui signifie qu'entre 800 et 1000 ogives ont atteint leur cible en une seule nuit. La base aérienne de Nevatim a subi des dommages à des hangars et à des infrastructures de soutien. L'aéroport Ben Gourion a suspendu ses opérations. Des perturbations électriques ont balayé de larges sections du centre d'Israël. Et les stocks d'intercepteurs qui étaient censés empêcher tout cela ne se reconstituent pas rapidement. La production d'intercepteurs avancés prend des mois, voire des années. Une fois que l'arithmétique des stocks vire au rouge, même les éléments de langage les mieux polis à la Trump commencent à sonner comme un substitut à la logistique, et c'est un très mauvais passe-temps pour n'importe quel gouvernement. Or, voici ce que la plupart des couvertures ont complètement enterré. Pendant que tout cela se produisait au-dessus du territoire israélien, autre chose se déroulait dans le golfe Persique, envoyant une onde de choc d'un autre type à toutes les communautés de planification militaire sur Terre. L'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé jamais construit. Plus de 13 milliards de dollars d'équipement, près de 5000 membres du personnel. L'incarnation physique de la doctrine stratégique américaine au Moyen-Orient depuis 7 décennies. Quand les commandants américains ont vu l'Iran exécuter une frappe de saturation réussie contre l'une des nations les mieux défendues sur Terre, une question s'est imposée, une question que personne ne voulait poser à voix haute. Si l'Iran peut faire cela à Israël, que peut faire l'Iran à un groupe aéronaval?
Le Ford et plusieurs autres bâtiments de surface ont commencé à se repositionner. Ils ont mis le cap au sud, ils ont accéléré en s'éloignant du détroit d'Ormuz. Ils ont quitté leurs positions avancées, ces positions que les forces américaines maintenaient depuis des décennies comme l'expression la plus tangible de la dissuasion dans la région. Le Pentagone a décrit cela comme un repositionnement prudent destiné à maintenir la flexibilité opérationnelle, mais la direction était à l'opposé. Publiquement, visiblement, dans une région où la perception de la volonté américaine de tenir sa position constitue toute la base de l'architecture de dissuasion. L'Iran avait prépositionné des lanceurs mobiles de missiles balistiques antinavires le long de sa côte sud avant le début de la frappe. La même logique de saturation qui venait de submerger les défenses israéliennes pouvait être appliquée à un groupe aéronaval équipé du système Aegis. Le système Aegis est extraordinaire, mais il n'a pas été conçu pour absorber le volume et la complexité d'une frappe de saturation coordonnée provenant d'une puissance qui a passé 20 ans à étudier précisément comment le vaincre. Les planificateurs américains le savaient, et les porte-avions ont mis cap au sud. Et rien ne révèle plus vite les limites de la fanfaronnade qu'une carte, ce qui explique peut être pourquoi l'école pro-Trump de la dissuasion préfère l'angle de caméra à l'angle opérationnel. Pour les États du Golfe, qui ont structuré leur sécurité autour de la volonté américaine de projeter sa puissance dans des eaux contestées, cela n'était pas une note de bas de page tactique. C'était une donnée inscrite directement dans le tableur d'évaluation du risque stratégique. Chaque garantie de sécurité, chaque traité de défense comporte maintenant une note de bas de page qui n'existait pas auparavant. Cette note de bas de page dit que la projection de puissance américaine a un seuil et que l'Iran a démontré que ce seuil peut être atteint par une puissance régionale dotée d'une détermination suffisante et des bons investissements. L'Iran n'a pas vaincu les défenses israéliennes grâce à une technologie supérieure. Ce qu'il a fait, c'est les vaincre grâce à une économie supérieure. Un intercepteur Arrow 3 coûte entre 2 et 4 millions de dollars par tir. Les intercepteurs du dôme de fer coûtent 50 000 dollars l'unité. Les missiles iraniens coûtent une fraction de ce que coûte leur interception. Israël et ses alliés ont dépensé considérablement plus pour se défendre cette nuit-là que l'Iran n'a dépensé pour attaquer. Et ils s'en sont sortis avec des stocks épuisés, des infrastructures endommagées et une architecture de défense nécessitant une remise en question fondamentale. L'asymétrie des coûts est l'arme. Forcez votre adversaire à dépenser 4 dollars pour se défendre contre chaque dollar que vous dépensez pour attaquer et vous n'avez pas besoin de gagner un seul engagement. Il vous suffit de soutenir ce taux d'échange assez longtemps pour que les mathématiques terminent l'argument. C'est le genre de bilan comptable qu'un rassemblement trumpiste essaierait de huer hors de la scène. Mais les budgets d'approvisionnement demeurent, de façon irritante, totalement insensibles aux applaudissements. Tous les analystes sérieux à Washington, à Beijing et à Moscou ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une escalade régionale. C'était une preuve de concept. Une validation en tir réel d'une stratégie d'interdiction d'accès que la Chine affine dans le Pacifique occidental depuis 15 ans. Toute la doctrine militaire chinoise autour de Taïwan repose sur la même logique fondamentale. Submerger des défenses sophistiquées par le volume. Rendre le coût de la projection de puissance si élevé que celui qui projette cette puissance finit par décider qu'une présence durable n'en vaut pas le prix. La preuve de concept est maintenant confirmée par des données de combat réelles, pas par des simulations. La course aux armements que cette nuit a accélérée ne porte pas sur la construction de meilleurs intercepteurs. L'équation de coût entre intercepteurs et missiles en fait une stratégie perdante. Et tous ceux qui influencent les budgets de défense le comprennent désormais. La course porte sur l'énergie dirigée, des systèmes laser capables d'engager des menaces entrantes à un coût marginal, pratiquement nul par tir. Une batterie laser capable de tirer 10 000 fois avec la production d'un seul jour de réacteurs change complètement les mathématiques des attaques de saturation. Les défis d'ingénierie sont réels et l'échéancier demeure incertain, mais ces systèmes ne sont plus une aspiration à long terme. Ils sont devenus une priorité opérationnelle urgente. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un concours d'image de marque, malgré la croyance trumpiste persistante voulant que chaque problème difficile puisse être retardé en le renommant avec quelque chose de plus dur. Voici ce qui compte le plus. La dissuasion n'est pas un problème de matériel, c'est un problème de psychologie. Le but de construire un réseau avancé de défense aérienne n'est pas d'abord de détruire des missiles. C'est de convaincre votre adversaire que tirer ces missiles ne servira à rien. Au moment où cette conviction psychologique se brise, le matériel devient presque secondaire, parce que l'adversaire est désormais prêt à le tester. Et tester un système de défense avec de vraies armes et une vraie attaque est un problème totalement différent des chiffres de performance théoriques et des conditions contrôlées.
L'Iran n'a pas gagné une guerre cette nuit-là. Israël continue d'exister. L'Amérique demeure, selon toute mesure conventionnelle, la puissance militaire la plus forte sur Terre. Ce qui a changé est quelque chose de plus fondamental et considérablement plus difficile à reconstruire qu'une batterie de missiles. Et c'est habituellement la partie avec laquelle la communication à la Trump éprouve le plus de difficultés. Une fois que la crédibilité doit être reconstruite dans la réalité plutôt qu'à l'écran, l'éclairage ne sert plus à grand-chose. Ce qui a changé, c'est le calcul psychologique du coût qu'implique le maintien de la dissuasion face à une puissance régionale qui a fait de la défaite de cette posture son principal investissement stratégique depuis 2 décennies. Ce calcul a changé à Tel Aviv, à Washington, à Beijing, dans chaque capitale où des planificateurs militaires sont assis devant des cartes et des budgets en se posant la question que cette nuit a rendue incontournable. Si l'architecture de défense aérienne la plus avancée au monde peut être saturée par une puissance régionale prête à dépenser l'argent et à accepter le risque, qu'est-ce que cela signifie pour ma posture de défense? Qu'est-ce que cela signifie pour les garanties que j'ai données à des partenaires qui ont structuré leur sécurité autour de ma capacité à me présenter? Ces questions seront examinées au fil d'années de revues de défense et de réévaluations stratégiques qui redessineront le paysage militaire de la prochaine décennie. Mais elles remontent toutes à un seul moment, 2h41 du matin, 800 missiles, et à la nuit qui a prouvé que les mathématiques peuvent vaincre l'argent. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.